À l'occasion d'un reportage que j'ai effectué récemment en Algérie, dans une zone contrôlée par l'armée de libération nationale algérienne, il m'a été possible d'interviewer M. Krim Belkacem, un des membres du comité de coordination et d'exécution, organisme directeur et véritable laboratoire de la révolution algérienne. Vous êtes M. Krim Belkacem, commandant de la Wilaya 3 et membre du comité de coordination et d'exécution du FLN. On a annoncé plusieurs fois votre mort, certains même ont assuré et juré reconnaître votre cadavre. Récemment, certaines informations reprises par la presse internationale vous ont présenté comme un disgracié, un exclu du FLN. On a même prétendu que vous étiez en résidence surveillée, quelque part dans le Djebel. Pouvez-vous, pour nos auditeurs, faire le point de ces bruits contradictoires qui circulent depuis déjà plusieurs années et nous dire comment vous avez été amené à cette lutte que vous poursuivez? Vous savez que la cause colonialiste, comme toute mauvaise cause, est par nature indéfendable. Il ne faudrait guère s'étonner alors que ses promoteurs aient recours au mensonge systématique et au dénigrement pour se donner une contenance. Ce qui est étonnant, c'est que d'aucuns puissent avaliser de telles méthodes et ajouter foi aux élucubrations des émules de Goebbels. La presse colonialiste, inspirée par les services psychologiques du gouvernement général, a tenté, mais en vain, de jeter le discrédit sur notre révolution. À maintes reprises, les organes de propagande du colonialisme français, dont le cynisme n'a d'égal que le mépris qu'ils affichent à l'égard de l'opinion en général, ont fait état de prétendues dissensions qui opposeraient les dirigeants de la Révolution ou ce qu'ils appellent le clan militaire et le clan politique. Il est symptomatique de relever que cette campagne de dénigrement est devenue systématique et des plus acerbes depuis le congrès du 20 août 1956, date à laquelle la charte politique et organique de notre révolution fut élaborée et ratifiée. Le commandement unifié, centralisé, hiérarchisé, les membres des organismes centraux démocratiquement élus, notamment ceux du Conseil national de la Révolution algérienne et ceux du Comité de coordination et d'exécution, dont j'ai l'honneur de faire partie. D'ailleurs, et en égard à la lutte que nous menons, à l'ampleur, la multiplicité et la complexité des tâches qui se posent quotidiennement à nous, nous pouvons affirmer que notre révolution ne singularise par l'absence de crise interne violente la croissance de son organisation, s'étant réalisée harmonieusement dans l'unité et la discipline, et nous estimons que c'est là un fait unique dans l'histoire des révolutions. Quant au fait que la même propagande mensongère a fait colporter à mon encontre ma présence devant vous en tant que membre du CCE en constitue le vivant démenti. Les campagnes mensongères et de dénigrement ne s'arrêteront pas pour autant, parce que les colonialistes français ne nous pardonnent pas en effet d'avoir réussi, justement dans l'unité et la discipline, à asseoir un organisme de lutte qui a tenu en échec leur appareil répressif et d'avoir pu organiser pour la lutte tout un peuple, c'est-à-dire des millions d'hommes et de femmes, comme ils ne nous pardonnent pas d'avoir d'ores et déjà réussi pleinement notre révolution sur le plan intérieur, gage de victoire et d'un avenir de justice et de démocratie. Je ne saurais m'étendre sur mon cas personnel, car il est un principe chez nous qui dit que l'effort est anonyme. Qu'il vous suffise donc de savoir que dès mon jeune âge, j'ai milité dans les rangs nationalistes. Qu'en tant que délégué de l'organisation de Kabylie, j'ai réagi contre l'immobilisme et les luttes intestines qui ont déchiré le MTLD. Que j'ai participé activement à la préparation, au déclenchement et à l'organisation de la révolution. En même temps que beaucoup d'autres militants, enfin
que depuis le 1er novembre, j'ai assumé le commandement militaire en Kabylie et que le congrès du 20 août l'a eu lieu au CNRA et le comité de coordination et d'exécution, c'est sûr. La Wilaya 3 est donc actuellement commandée par le colonel Mohamed Saïd. Quant à moi, je suis membre du CCE, composé de 5 membres, qui dirige et coordonne les opérations militaires et politiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. On parle beaucoup dans le monde et de plus en plus de ce combat qui s'amplifie chaque jour. Parlez-nous des combattants. Quiconque veut avoir une idée de l'extension, tant en surface qu'en profondeur du FLN et du perfectionnement continu de ses organes de lutte, doit se rappeler dans quelles conditions notre révolution a éclaté. Conditions analysées dans la première proclamation du Front de Libération Nationale, le 1er novembre 1954. Nos forces organisées étaient minimes, mais nous savions que le potentiel révolutionnaire de notre peuple était immense. Sur le plan intérieur notamment, le peuple algérien était uni derrière le mot d'ordre d'indépendance et d'action. Nous savions qu'aucune force au monde ne pourrait endiguer, encore moins briser, l'élan impétueux de notre peuple. Ayant prévu la réaction de l'ennemi et son ampleur, nous avons pu mener de front la lutte armée proprement dite et organiser les centaines de milliers d'hommes et de femmes qui se mettaient au service du FLN. Il y a longtemps que la symbiose armée-peuple a été réalisée. En 1956, la résistance armée est passée du stade de la guérilla au niveau de la guerre partielle. Les batailles rangées actuelles, le harcèlement retranché de l'armée ennemie, en un mot l'ampleur des combats actuels, signifie que notre armée, actuellement personnalisée, comportant de nombreux services spécialisés, abondamment ravitaillés en hommes et en munitions et disposant d'un réservoir d'hommes aguerris, inépuisable. Et on passe d'accéder au troisième et dernier stade, celui de la guerre moderne de mouvement, de harcèlement et d'anéantissement des forces ennemies. On voit partout, en Tunisie et au Maroc, à côté de l'effigie du sultan Mohamed V et du président Bourguiba, le portrait de Ben Bella. En Europe, par contre, les organes de presse ont pris l'habitude de qualifier Ferhat Abbas ou le colonel Ouamran de leader du FLN. Y aurait-il un ou plusieurs leaders du FLN? Les 3 frères Ben Bella, Khidr et Ahmed formaient la délégation de l'extérieur, laquelle collaborait avec nous, les 6 membres de l'intérieur. Les 9 constituaient l'équipe qui a préparé, organisé et décidé le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Le frère Ouamran était mon adjoint direct et a participé à toutes les activités de la révolution. Lors du congrès du 20 août 1956, les frères Ben Bella, Ouamran et Ferhat Abbas furent désignés membres du Conseil national de la révolution algérienne. Ce sont les nécessités et les besoins de la lutte qui les placent à certains postes où leur assignent certaines tâches. La structure de notre révolution est connue et a été rendue publique avec la publication de la plateforme adoptée lors du congrès du 20 août 1956. Il y a un organisme de 34 membres composant le Conseil national de la révolution, dont 5 membres élus par le congrès forment le CCE, lequel dirige la révolution algérienne. D'après vous, qu'est-ce qui peut arrêter le conflit? Seule la reconnaissance par le gouvernement français de l'indépendance de l'Algérie peut arrêter le conflit, car seule cette reconnaissance permettra l'ouverture de négociations pour le cessez-le-feu et la définition des rapports entre la France et l'Algérie. Croyez-vous que les pays d'Europe soient directement concernés par cette guerre? Tous les pays du monde dépendent les uns des autres à des titres divers et nous pensons que les pays d'Europe sont soit directement, soit indirectement concernés par la guerre franco-algérienne. D'abord, ils sont tenus
au nom des principes fondamentaux et intangibles, tant moraux que juridiques, principes auxquels ils ont souscrit, notamment ceux contenus dans la proclamation de la Charte de l'Atlantique, repris et développés dans la Charte des Nations Unies signée le 25 juin 1945 à San Francisco. À tous ces pays, nous tenons à rappeler que les nazis, donc la culpabilité a été retenue et sanctionnée au nom de ces mêmes principes, n'ont rien fait d'autre que reprendre à leur compte les méthodes de la politique colonialiste pour les appliquer au peuple d'Europe. Il n'est que de lire les réquisitoires de l'accusation, notamment l'exposé introductif de l'accusation française par M. de Montan, ceux de M. le juge Robert Jackson, délégué des USA, de Sir Haltree Sacros, délégué du Royaume-Uni d'Angleterre, et de M. le général Roman Rudenko, délégué de l'URSS, pour s'en convaincre. Que peut-on reprocher aux criminels condamnés à juste titre à Nuremberg, qui ne peut être retenu contre les colonialistes français? Dans les deux cas, il s'est agi de guerres d'agression, de politique à fondement raciste, de pillage économique, de crimes contre les personnes physiques et contre la condition humaine, etc. Après 3 ans de guerre implacable, les assassins des patriotes, les arrestations arbitraires, les tortures inhumaines et les camps de concentration, aucun gouvernement, aucun homme d'État ne peut se retrancher derrière le prétexte de l'ignorance et demeurer dans l'expectative, à moins qu'un crime clairement défini et juridiquement sanctionné cesse de l'être dès qu'il ne s'agit plus d'un Européen ou d'un chrétien. Notre peuple qui lutte pour la vie dans la liberté et la dignité est en droit de s'adresser à tous les gouvernements et leur poser la question: est-ce que oui ou non, tous les peuples de la terre ont le droit de vivre libres et indépendants? Est-ce que oui ou non, les principes au nom desquels ont été prononcés les sentences du procès de Nuremberg sont universelles et doivent frapper ceux qui les transgressent? Ceci dit, nous pouvons affirmer par ailleurs que les peuples d'Europe, comme les autres, sont intéressés par la guerre d'Algérie, qui interdit les échanges tant économiques que culturels et constitue un facteur de trouble pour toute organisation solide et long terme de zone monétaire, d'union économique, politique ou stratégique.